tous et bienvenue sur la chaîne Memento Magicae. Alors aujourd'hui on va débuter une nouvelle rubrique qui va être dédiée aux plantes et on va l'inaugurer avec le sureau. Alors il existe trois sortes de sureau, il y a le sureau yèble, le sureau rouge, mais celui qu'on va voir aujourd'hui c'est celui qui a pour moi les plus belles lettres de noblesse, le sureau noir. Comme je vous l'ai dit, il existe trois espèces de sureau. Le sureau rouge et le sureau noir seront les plus intéressantes, mais il n'y a pas de sureau rouge qui pousse autour de chez moi, donc je l'utilise peu, voire pas du tout. Alors que le sureau noir, il y en a pas mal du côté de chez moi, donc je peux plus facilement en récupérer. Donc au niveau du sureau rouge et du sureau noir, on peut manger les baies comme les fleurs, hein, les deux sont comestibles. Pour le sureau yèble, tout est toxique, donc il ne faut surtout pas le cueillir. Le problème, c'est qu'il ressemble surtout au niveau des baies au sureau noir, donc le bon. Alors pour les distinguer, il y a deux choses. La première, c'est que le sureau yèble va faire à peu près 1,20 m de hauteur maximum. Vous allez généralement les trouver aux bordures de chemin. Elle s'élève vraiment vers le ciel, alors que le sureau, tout de suite, c'est un arbre. Enfin, c'est un gros arbuste, je ne sais pas exactement dans quelle catégorie il rentre, mais je crois que ça peut rentrer dans la catégorie des arbres. Il fait jusqu'à 10 mètres le sureau noir, donc tout de suite on peut le distinguer. La deuxième chose, c'est que les baies, elles vont se présenter tombantes sur le sureau noir, donc comestible, et sur le sureau yèble pas comestible, elles sont tournées vers le ciel. Donc ça, c'est vraiment caractéristique, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, il y en a qui disent qu'on peut distinguer le sureau noir du sureau yèble à l'odeur. On dit que le sureau yèble a une odeur extrêmement désagréable. Moi, je ne suis pas d'accord. On peut, au niveau du sureau noir, avoir le même effet désagréable. C'est vraiment un ressenti personnel. Il y en a qui vont adorer l'odeur, qui vont la trouver vraiment délicate, raffinée, sucrée, parfumée. Et d'autres qui vont trouver justement que c'est trop et ça va avoir une odeur piquante. Donc ne vous fiez pas à l'odorat pour pouvoir les distinguer. Vraiment, au niveau de la taille de l'arbuste et dans la position des baies. Hein. Si elles sont tournées vers le ciel, c'est du yèble, c'est pas comestible. Si elles sont tournées vers le sol, c'est du sureau noir, vous pouvez y aller. Pour le sureau rouge, il est très caractéristique. Hein. Les baies sont rouge foncé. Donc il est facile à reconnaître aussi. En sachant aussi que la différence majeure entre le sureau rouge et le sureau noir, quand il ne présente pas ses baies, c'est la couleur de la moelle. La moelle va être brun orangé pour du sureau rouge et elle est blanche pour le sureau noir. Alors maintenant, quel goût et quelle odeur ça a? Alors le sureau noir, hein, je vais vraiment me cotonner au sureau noir pour ça parce que je connais très mal le sureau rouge. Le sureau noir va avoir une odeur donc soit suave, soit piquante lorsqu'elle est sur l'arbre. En sachant que, comme vous le voyez là, il y a plein d'insectes qui viennent et ils sont tout de suite attirés en fait, que ce soit par les fleurs ou par les baies, à cause des parfums qui sont dégagés. Donc pour les fleurs, le parfum va être, je ne saurais pas comment le décrire, plutôt sucré, assez fleuri. Un petit côté fruité tout de même dans l'odorat, mais c'est quand vous le faites sécher qu'il va déployer véritablement ses arômes et qui va devenir extrêmement piquant. Hein. Il va même prendre une odeur assez âcre, désagréable, qui va se rapprocher de l'odeur de l'urine. Et donc, ça ne donne pas vraiment envie d'y toucher, de le consommer. Mais c'est extrêmement bon quand les fleurs sont fraîches. Et ça parfume agréablement l'été et tout un tas de plats lorsque vous utilisez les fleurs séchées. Pour ce qui est du goût des fleurs, alors les arômes de la fleur, ils se rapprochent, on dit, du litchi et de la rose. Donc vous voyez quelque chose entre le fruité et le fleuri. Donc vous allez pouvoir l'utiliser partout en kitchen witch pour assaisonner une salade, à mettre dans une vinaigrette ou même tout simplement en les faisant en infusion. Pour les baies, vous allez pouvoir en faire plein de choses, de la confiture, du sirop, faire du vin de sureau, enfin, voilà, plein de choses, on verra ça un petit peu plus tard.
Donc la baie de sureau, alors elle va avoir un goût amer parce qu'elle contient très peu de sucre naturel. Donc généralement ce qu'on fait quand on veut manger des baies de sureau, c'est qu'on y rajoute du sucre ou du miel ou voilà, quelque chose qui réactive en fait leur odeur. Et l'odeur va se rapprocher, alors certains disent de la mûre, d'autres de la myrtille, d'autres encore du raisin. En tout cas, des fruits noirs et des fruits rouges. Voilà, c'est vraiment principalement le goût qui ressort de ces baies. Alors maintenant, on va voir un petit peu justement la symbolique du sureau et après, je vous donne quelques recettes. Scott Cunningham disait à propos du sureau qu'il était la plante la plus magique après la mandragore. Alors ça tient sans doute au fait que déjà le sureau a été utilisé depuis la protohistoire pour des cultes. On sait aussi qu'il était pas mal consommé à cette époque, mais aussi parce qu'il a des origines très nettes avec le royaume des morts, mais aussi avec la Renaissance. Alors le sureau, quand vous le coupez, il va se régénérer, il va repousser, ce qui lui vaut donc cette symbolique de renaissance. Et il est affilié aux morts parce qu'il fait partie en fait des attributs du Dagda. Alors je m'explique. Dans le gamme celte, le sureau c'est le 15e ogam, c'est ça. Donc qui va être en fait une jonction entre la vie et la mort, qui sont les deux attributs du Dagda. Vous savez, il a une masse qui permet de donner la vie et une masse qui permet de donner la mort. Donc le sureau étant sa plante de prédilection, il est normal qu'elle ait récupéré cette symbolique de plante affiliée aux morts. Il y a aussi le fait que le sureau, quand vous le coupez, va dégager une sève rouge. Les baies aussi, lorsque vous les pressez, vont sortir un liquide très rouge, proche du sang, donc proche de la vie vitale. Le sureau en celte se dit aussi ruis. Alors, je ne sais pas si je le prononce correctement, mais ruis signifie rouge. Et encore une fois, rouge, c'est un des noms qu'on donne au Dagda pour son côté connaissance druidique, mais aussi donc pour sa force vitale et l'énergie qu'il maîtrise à travers la vie et à travers la mort. Vous avez aussi le nom anglais de sureau qui se prononce elder, qui signifie aîné, ancêtre, ancien. Donc encore une fois, on affilie le sureau au monde des morts grâce à cela. Donc tout ça va en fait créer une symbolique donc riche où le sureau va être un pont entre le monde des vivants et le monde des invisibles, notamment le monde souterrain et les royaumes des morts. Donc ça va être une plante qu'on va utiliser principalement pour tout ce qui est offrande sur l'autel des ancêtres, mais aussi offrande pour toutes les divinités qui règnent sur le royaume des morts. Donc vous avez, alors le Dagda ne règne pas véritablement sur le royaume des morts, mais c'est un de ses attributs. Vous avez également donc Hadès, qui là par contre règne sur les morts, et ça doit être Ella. C'est une divinité germano-scandinave, pareil, qui règne sur le monde des morts. On va cette fois-ci passer au vif du sujet en parlant des applications du sureau. Alors tout d'abord le sureau au jardin. Alors le sureau va vous permettre dans votre jardin d'avoir un lieu bien précis qui va vous servir en quelque sorte d'autel naturel auprès duquel vous allez déposer des offrandes qui vont être destinées aux entités qui vivent dans votre jardin. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il se trouve que le sureau attire nombre d'animaux et d'insectes qui vont vous aider à la vie au jardin. Alors, notamment tout ce qui est fauvettes, merles, griffes qui vont vous aider donc en mangeant certains types d'insectes à éviter en fait des colonisations et qui pourraient gâter vos cultures. Donc ça c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est qu'avec les feuilles du sureau, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle du purin de sureau, qui est un répulsif naturel contre tout ce qui est mulot, campagnol, musaraigne, etc. Qui donc va encore une fois vous aider au jardin. Et donc, qui va aussi, par son odeur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour les fleurs, attirer tout ce qui est insectes pollinisateurs. Donc les papillons, les abeilles, les guêpes, etc. qui vont venir en fait butiner pour vous et rendre votre jardin encore plus fleuri grâce à leur action pollinisatrice. Donc parce qu'il attire beaucoup tout ce qui est insectes pollinisateurs,
En Irlande, on considère que le sureau est une plante, enfin un arbre des fées. Donc, naturellement, si vous voulez travailler avec les fées ou le petit peuple, ou même les dryades, hein, puisqu'on dit que le sureau, par la sève rouge qu'il dégage lorsqu'on le coupe, est un arbre qui est habité par des entités, pouvoir en fait dialoguer avec eux et leur faire les offrandes au pied de cet arbre. Donc un hôtel naturel qui ne vous demande pas beaucoup d'entretien et qui vous aidera au jardin, c'est toujours bon à prendre. Sur le sureau pousse aussi un champignon très particulier qui s'appelle l'oreille de Judas. C'est un champignon comestible qui adore préférentiellement le sureau pour se développer. Donc si jamais vous avez des oreilles de Judas qui poussent sur votre sureau, excusez-moi, au jardin, vous pouvez les récolter et les utiliser dans une soupe, pourquoi pas, pour représenter en fait, excusez-moi, je vais regarder mon anti-sèche, ce sera mieux. Voilà, pour symboliser en fait quelque chose en Kitchen Witch comme la trahison, ou alors le fait, de par sa forme d'oreille, en lien avec l'organe de l'ouïe, ou avec des rumeurs, des choses que vous ne voulez pas qu'elles soient ébruitées. Donc par exemple, ça peut rentrer dans la composition de sachets pour protéger vos livres. Ou alors vos conversations. Moi je sais que des fois avec Adelaina on a des conversations qu'on veut garder privées par rapport aux entités. On utilise par exemple de l'oreille de Judas avec un autre mélange de plantes qui nous permet d'avoir un espace, on va dire, insonorisé. Donc tout ça c'est pour la partie jardin. Maintenant on va regarder un petit peu tous les aspects de la plante. Je vais vous parler des branches, je vais vous parler des feuilles, je vais vous parler des fleurs et je vais vous parler des baies. Donc tout d'abord les branches. Alors elles vont être très intéressantes parce qu'elles vont avoir une nouvelle symbolique qui va être celle de l'os. Vous savez qu'un os ça se compose donc d'une partie très dure et blanche et qu'à l'intérieur vous avez de la moelle. Et bien dans le sureau c'est pareil, vous avez un tronc dur et à l'intérieur vous allez trouver une moelle qui s'évite très facilement. Avec une branche de sureau évidée, vous allez pouvoir faire des flûtes, des sifflets. C'est encore assez usuel dans les pays de Suède, je crois, en tout cas dans les pays du Nord, de confectionner pour les bergers des flûtes qu'ils vont utiliser en fait pour ramener les troupeaux ou simplement se passer le temps pendant qu'ils veillent les animaux. Vous allez donc, avec ces branches évidées, pouvoir faire aussi un soufflet qui va vous permettre de créer des feux magiques dédiés soit à une connexion avec les mondes souterrains, tout ce qui est royaume souterrain, royaume des morts, et aussi des feux destinés, lors de Samhain par exemple, à attirer les esprits ou à guider les esprits. Donc avec le sureau qui est symbole encore une fois du monde des morts, vous allez insuffler par votre souffle quelque chose de précis dans les flammes. Et c'est en cela que le sureau est intéressant au niveau des branches, principalement. Le sifflet, que vous pouvez confectionner aussi en sureau, peut vous permettre sur votre autel de remplacer la cloche. Voilà. Sur l'autel des ancêtres, vous pouvez aussi avoir une flûte particulière qui vous permet, je ne sais pas, vous avez oublié par exemple de servir à oncle René son petit verre de vin rouge, il n'est pas très content. Un petit air de flûte de sureau pour l'apaiser, ça marche très bien. C'est vraiment un arbre qui permet tantôt de vivifier quand vous utilisez le rouge, donc notamment avec les branches de sureau rouge, tantôt d'apaiser avec du sureau noir, puisque la moelle est blanche. Vous allez pouvoir aussi, pour ceux qui pratiquent la magie des ossements, enfin qui aimeraient pratiquer la magie des ossements, mais qui n'ont pas envie d'avoir d'eau à la maison parce qu'ils trouvent ça glauque ou que sais-je, vous avez parfaitement le droit, je le comprends parfaitement, vous pouvez remplacer les os par des branches de sureau, puisque encore une fois, elles possèdent la moelle, la partie dure, et donc l'utiliser telle qu'elle. Si vous voulez faire un jeu d'osselets, plutôt qu'un jeu d'osselets, vous pouvez le confectionner avec des branches de sureau. Vous allez pouvoir aussi
donc faire des flûtes dédiées cette fois-ci, alors soit en les passant avec de l'ocre, soit en les trempant justement dans du jus de sureau, dédiées aux divinités de la mort telles que Hadès ou encore le Dagda. Alors soit pour les appeler, soit pour leur faire une offrande de musique quand vous voulez les célébrer lors de sabbats ou de fêtes qui leur sont dédiées, ou pour les apaiser quand vous les avez mis en colère. Voilà. Alors cette idée s'inspire aussi du mythe d'Orphée. Vous savez que Orphée, au moment de ses noces, perd son épouse Eurydice qui est mordue par un serpent. Donc il va descendre avec sa harpe, qui se dit en grec sambouké, qui donne samboucus en latin, qui donne le sureau en français. Donc avec sa harpe, donc encore une fois on peut imaginer un instrument simplement de musique en sureau, Orphée descend dans les enfers, endort le Cerbère, endort je ne sais plus quelles autres entités, et va se présenter devant Perséphone et Hadès et les émeut tellement par sa musique qu'ils lui permettent de ramener Eurydice. Bon, sous certaines conditions, et on va le dire honnêtement, Orphée s'est bien planté, en ne respectant pas ses consignes, il perd à nouveau Eurydice. Mais dans l'idée, il réussit quand même donc à émouvoir Hadès et Perséphone. Donc encore une fois, si vous voulez travailler avec Hadès ou Perséphone, l'instrument de musique en sureau est tout indiqué. Alors, les feuilles de sureau maintenant, elles accélèrent la décomposition du compost. Donc, d'un point de vue jardinage, vous pouvez en mettre dans votre tas de compost, ça sera super pour qu'il se fasse plus vite. Mais, de par leur propriété justement de décomposition, on peut dévier la chose pour, si vous préférez, décomposer un charme qui ne vous est plus utile. Alors moi je vous ai déjà dit, j'aime bien détruire par le feu ou par la terre. Et bien là pour détruire par la terre, j'aime bien en fait mélanger un petit peu de feuilles de sureau à du terreau pour ensuite enterrer des choses dont je veux détruire les énergies subtiles. Donc ça va permettre en fait de décharger beaucoup plus rapidement l'objet. Ou même, lorsqu'il s'agit de charmes de plantes, vous savez, il faut les redécomposer les uns après les autres une fois qu'il a opéré pour les rendre. Et bien, c'est exactement ce que je vais faire. En fait, je vais le passer d'abord dans ma terre, hein, je vais l'enterrer, je vais laisser les choses se décomposer et je vais prononcer mes formules qui vont permettre de décharger totalement la chose et de la rendre profane à nouveau. Les feuilles peuvent s'utiliser aussi comme la mandragore. Hein. Je vous parlais de Scott Cunningham tout à l'heure qui disait que c'était la plante par excellence après la mandragore. Mais vu qu'elles accélèrent les feuilles, vu que les feuilles, excusez-moi, accélèrent la décomposition du compost, on peut imaginer aussi utiliser ces feuilles dans des charmes pour les accélérer, un peu comme le fait la mandragore. C'est beaucoup pour ça d'ailleurs qu'elle est utilisée dans les charmes généralement. C'est quand on est un petit peu pressé, on veut quelque chose qui agisse rapidement, on va utiliser de la mandragore, et bien là, on va pouvoir la remplacer, si on n'a pas de mandragore, par des feuilles de sureau. La sève du sureau, alors ça va être très rapide parce qu'il y a peu d'applications, en tout cas j'en connais peu. J'en connais une en fait, pour être honnête, c'est de se passer de la sève de sureau sur les yeux. Il paraît en fait dans les légendes que ça permet de voir le monde invisible. Alors très sincèrement, j'ai jamais testé, donc à vous de le faire et puis vous pouvez voir si ça marche pour vous et si ça marche, nous le dire dans les commentaires tout simplement. Les fleurs de sureau. Alors les fleurs, elles vont se récolter normalement entre avril et mai. Cette année, elles ont été très en avance, elles avaient un mois d'avance, elles étaient là à la mi-mars à peu près, elles avaient commencé à se développer. Donc ça va se présenter sous la forme d'ombelles, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors là, bon, elles sont séchées donc on le voit moins, mais si vous préférez, ça fait des espèces de corolles de fleurs très parfumées. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est les manger en beignets. On fait des beignets d'acacia, moi je fais des beignets de sureau avec, c'est excellent aussi. Comme je vous l'ai dit, c'est un parfum entre la rose et le litchi, donc c'est vraiment un parfum très doux, très suave, très prononcé par contre, ça peut écœurer très vite en beignet, mais qui va être pas mal pour justement
manger soi-même et du coup renforcer sa connexion avec le monde des morts. Hein. On est encore sur une fleur blanche, donc quelque chose de doux qui va pouvoir être plus facilement contrôlé qu'avec des baies noires. Et je les utilise aussi en infusion, beaucoup. Alors l'infusion de sureau, pareil, va me permettre de me connecter au monde souterrain plus facilement, notamment à la période sombre. Donc à partir de Mémone, je vais commencer à en consommer et je vais en consommer jusqu'à la fin de Samhain. Voilà, quand les énergies commencent à balancer vers Yule, je suis sur quelque chose de beaucoup plus festif, je pense un petit peu comme vous. Donc je vais plus partir, si vous préférez, sur quelque chose de rond en bouche, de plus suave, de moins... je ne sais pas comment le dire, mais quelque chose en fait qui va moins m'emporter vers la transe et l'introspection, plus sur du partage. Donc voilà, le sureau jusqu'à Samhain, et à Samhain c'est vraiment une tisane à faire, à tester, si vous ne l'avez jamais testé, ça permet vraiment de voir beaucoup de choses. Vous pouvez également faire ce qu'on appelle du champagne de sureau avec les fleurs parce qu'elles contiennent des levures. Alors c'est une des raisons pour lesquelles il est important lorsque vous allez les cueillir de ne pas les cueillir s'il a plu récemment. Parce que s'il a plu récemment, la pluie va éliminer une bonne partie des levures et votre boisson en fait ne pourra pas pétiller. Donc le champagne de sureau, c'est pas très compliqué à faire. Alors je vais quand même vous reprendre la recette parce que je la connais pas par cœur. Alors, toum toum toum. Alors vous allez prendre en fait de l'eau, un petit peu de citron, une quinzaine d'ombelles de sureau. C'est pour 2 litres de préparation, c'est ça, 2 litres d'eau, 15 ombelles de sureau. Certains rajoutent de la rose, notamment pour faire ce qu'on appelle le champagne des fées. Voilà, qui est un mélange sureau et rose, puisque ce sont 2 plantes affiliées au petit peuple, comme je vous l'ai dit pour le sureau, mais aussi pour la rose. Et en fait, vous allez rajouter 250 grammes de miel, si mes souvenirs sont exacts. Je vous remettrai la recette bien propre, bien nette, qui s'affichera à côté. Et donc, vous allez laisser macérer quelques jours. Alors moi, j'aime bien le chiffre 9 pour aller avec le sureau, parce que c'est un chiffre de complétude, c'est un chiffre... Alors, je peux vous donner un petit peu les détails. Je ne connais pas tout par cœur, pareil. Alors, oui, le 9 est souvent considéré déjà comme le nombre de l'initié. Et puis le 9, c'est le dernier chiffre de la série de 0 à 9. Après, on tombe sur des chiffres composés. Donc pour ça, en fait, on dit que c'est une idée, enfin que c'est un chiffre de la complétude, le chiffre de la perfection également. Donc quand vous voulez amener quelque chose à son summum, le chiffre 9 est un chiffre intéressant. Alors certains vont utiliser le chiffre 7 puisque c'est le chiffre de la magie aussi. Moi j'ai toujours préféré le 9. Et puis encore une fois, il symbolise aussi comment dire, la volonté divine dans la Kabbale. Et puis le chiffre 9 est un chiffre qui est pour moi affilié à la mort, puisque un chat a 9 vies par exemple. Donc c'est encore cette idée, si vous préférez, de renaissance et de mort. Donc voilà, à vous d'adapter comme vous le souhaitez. En tout cas, moi ce que je fais, donc, c'est que je le secoue tout doucement en fait au moins une fois par jour. Et puis ensuite je le consomme bien frais, hein, c'est plutôt agréable. Je le filtre bien évidemment avant de le mettre en bouteille et de le conserver au frais. Alors oui, les baies comme les fleurs peuvent permettre de faire du vin de sureau. Mais ça, on va en parler après quand on va parler du sureau au rapport aux divinités. Parce qu'en fait, il y a plusieurs recettes qui vont mêler vin blanc, vin rouge et rosé. Quand vous allez mélanger les deux, je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Donc pour les baies. Alors les baies, elles arrivent à maturité entre août et septembre. Bon, là cette année, encore une fois, elles avaient un mois d'avance. Donc vous voyez, là je les ai récupérées très tôt ce matin. Et elles étaient déjà passablement abîmées, elles ont été pas mal desséchées, donc elles sont prêtes depuis quasiment 15 jours hein, déjà. Donc elles sont vraiment arrivées très tôt cette année. Donc avec les baies, vous allez pouvoir faire du sirop et de la confiture notamment.
Donc encore une fois, des choses que vous allez pouvoir consommer aux périodes de Samhain, lorsque vous voulez travailler avec le monde des défunts. Tartiner du pain d'épices avec de la confiture de sureau par exemple pour offrir sur votre autel aux ancêtres. Moi je sais que je le fais assez régulièrement et même en fait pour tout ce qui est divinité psychopompe. Encore une fois, je vous avais dit, elles sont légèrement laxatives, voire légèrement toxiques si vous utilisez du sureau rouge. La cuisson permet de pallier à ce problème-là, hein. Elles sont parfaitement comestibles une fois cuites. Donc n'oubliez pas aussi de rajouter du sucre pour rehausser les arômes, hein, puisque ça contient très très peu de sucre. Et enfin, donc, vous pouvez faire de la tarte ou même du clafoutis au baies de sureau pour votre kitchen witch. Alors encore une fois, pour renforcer votre lien avec un ancêtre disparu, en écrivant par exemple son nom dans le fond de la pâte, en utilisant un sigil que vous allez écrire au niveau de la pâte, que vous allez agrémenter de baies de sureau ou que vous allez pouvoir utiliser pour vous connecter à des entités telles que le Dagda. Alors les baies, pareil, doivent être consommées dans les 24 heures qui suivent la cueillette et il faut vraiment privilégier des baies qui se détachent toutes seules de leur tige. Ça va vous garantir en fait une baie à maturité qui aura un maximum d'arômes et qui sera en fait la moins laxative possible, hein. Donc encore une fois, les baies, vous pouvez aussi les utiliser séchées. Alors pour les utiliser séchées, ça va être pour des charmes, hein. Ça va moins être pour être consommé, même si j'ai envie de dire, vous pouvez mettre dans un pain de lunasa par exemple quelques baies de sureau séchées, ça ne pose aucun souci. Mais séchées, voilà, ça va plus être utilisé pour les charmes, pareil pour les fleurs, hein, faites-les bien sécher et vous pourrez les utiliser toute l'année. Les baies séchées, je les utilise aussi pour rehausser des fois la tisane de fleurs de sureau. Je mets aussi quelques baies dedans. Le sureau, j'aime bien le coupler avec du cassis quand je fais des tisanes spécifiques. Voilà, petit conseil. Après, pour tout ce qui est kitchen witch, j'ai envie de dire, au vu de la symbolique, à vous d'adapter selon ce que vous voudrez faire et les inspirations que vous en aurez. Avec les baies, vous allez aussi pouvoir réaliser ce qu'on appelle de l'encre des alchimistes. Alors, plus précisément, l'encre de chauve-souris, parce qu'il en existe plusieurs. Vous avez l'encre de chauve-souris, sang de chauve-souris, l'encre sang de dragon, l'encre sang de colombe, l'encre sang de papillon, et vous devez en avoir 2 ou 3 autres qui sont des recettes plus modernes que les 4 principales. Alors, je vais vous donner la recette tout de suite, je ne la connais pas par cœur. Alors, d'abord, vous allez broyer les baies dans de l'eau. Ensuite, vous allez laisser macérer pendant une journée pour que les fruits dégorgent. Alors moi, comme j'aime bien avoir une encre assez chargée en pigments, je vais laisser macérer plus de temps. Pendant la macération, vous ajoutez 2 sachets de thé. Alors l'idée, c'est que le thé, c'est riche en tanins et c'est les tanins qui vont fixer la couleur, hein. Donc vous allez laisser macérer pendant quelques jours. Voilà, moi je vous conseille 7 ou 9 hein, pour les chiffres. Et ensuite vous allez porter à ébullition le macérat que vous allez filtrer. Ensuite vous allez rajouter de la poudre d'alun et de la gomme arabique que vous allez broyer très finement, que vous allez mélanger donc à la préparation encore tiède. Alors pas brûlante non plus, mais suffisamment pour que la poudre d'alun et la gomme arabique en fait puissent vraiment se mélanger au reste de la préparation, s'intégrer à l'eau. Et ensuite donc vous allez continuer de faire réduire jusqu'à ce que vous obteniez la couleur qui vous plaît le plus. Alors pour l'encre de chauve-souris, sa couleur va varier entre le bleu et le violet selon le degré de concentration que vous aurez souhaité obtenir. Donc cette encre, ensuite, moi je sais que je l'enrichis avec parfois des huiles essentielles, parfois d'autres plantes. Bon là je ne vous donnerai pas les recettes parce que ça va dépendre un petit peu de ce qu'on en fait. Toujours est-il que c'est la base pour une encre qui va vous permettre de créer des pactes, qui va vous permettre aussi de lancer des malédictions pour ceux qui baignent dans ce domaine précis de l'ésotérisme.
Vous allez aussi pouvoir ensorceler, lier, croiser et maudire. Voilà. Moi, je l'utilise beaucoup lorsqu'il faut retourner un sort à son envoyeur. Hein, c'est vraiment une plante que j'aime beaucoup pour son aspect contre-sort. Donc voilà pour l'encre de chauve-souris. Alors on dit aussi qu'elle est liée à Saturne, hein, et qu'elle est idéale pour tout ce qui est rituel de séparation aussi. Voilà. Je ne l'ai jamais utilisée comme ça, donc je ne peux pas vous dire si ça marche. À vous de tester, j'ai envie de dire, puis de faire vos propres expérimentations. Alors aussi, au niveau des fleurs, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais on appelle ça aussi la vanille du pauvre. Alors déjà, elles ont une couleur jaune assez particulière, mais surtout elles permettent en fait d'aromatiser du lait. Par exemple, quand vous voulez faire une crème anglaise ou lorsque vous voulez faire quelque chose en fait à base de lait infusé, je pense par exemple au bavarois, vous pouvez utiliser en fait à la place de la vanille des ombelles de sureau. Hein, ça va parfumer pareil et puis donner un petit goût. Alors ça, j'ai jamais testé non plus parce que je fais très peu d'entremets. Mais je sais qu'Adélaïna, elle en prépare et que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc voilà, la vanille du pauvre parce que ça se trouve partout bien évidemment et que du coup ça ne coûte pas aussi cher que la vanille qui à l'époque coûtait extrêmement cher. Vous pouvez aussi donc faire des vinaigrettes, hein, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez préparer un vinaigre avec du cidre dans lequel vous allez laisser infuser des fleurs, alors plutôt fraîches les fleurs, hein, histoire qu'elles dégagent vraiment un maximum de leur parfum, dans laquelle en fait vous pouvez rajouter donc un citron coupé en morceaux, une poignée de raisins secs, avec l'équivalent de 10 ombelles. Et donc vous allez laisser macérer ça et votre vinaigre va se parfumer naturellement et vous allez pouvoir le réutiliser donc, dans votre cuisine pour les vinaigrettes. Donc aussi encore une fois une utilisation en kitchen witch, hein, pour ce côté par exemple régénérant. Voilà, hein. La vinaigrette c'est quelque chose qu'on mange avec des choses assez fraîches, donc revigorantes, pour apporter un accent régénérant. Utiliser des fleurs de sureau, c'est pas mal. Dans cette optique, vous allez pouvoir également, avec ce vinaigre, en incorporer une toute petite part pour composer une huile ésotérique. Donc en rajoutant par exemple de l'huile de ricin que vous allez pouvoir utiliser sur un autel dédié soit à vos ancêtres, soit à vos divinités. Hein. Vous savez que les huiles et les eaux ésotériques, on en utilise pas mal pour renforcer les énergies. Et comme le sureau, encore une fois, est affilié aux anciens, hein, elder, encore une fois en anglais, aux aînés, aux ancêtres, ça fera une huile parfaite ou une eau ésotérique parfaite pour entretenir en fait la charge énergétique de ces autels précis. Voilà. Alors, je ne l'ai pas dit non plus, mais c'est vrai que vous pouvez, avec les fleurs, en faisant infuser les fleurs dans de la crème et en utilisant les baies, créer des sorbets et des glaces pareil qui pourront être servies par exemple à Samhain, avec ce petit côté glacé qui rappelle le froid que l'on présume que les morts ressentent. Ça peut être une parfaite recette de Kitchen Witch pour symboliser en fait les ancêtres et absorber en fait une partie des connaissances par exemple, puisque le sureau est aussi arbre de connaissances. Parce qu'il est affilié au Dagda et que le Dagda est affilié à la connaissance, je le rappelle. Donc pour obtenir en fait la sagesse des anciens. Voilà, petite idée de recette de Kitchen Witch. Donc on en arrive cette fois au vin. Alors donc je vous ai dit que ce soit rouge ou blanc, ça ne va pas avoir la même implication sur votre travail avec les entités. Le rouge, c'est le sang, c'est le côté vif, c'est le côté chaleur, c'est le côté exalté de la chose. Donc si vous voulez en fait aborder le côté un peu sauvage, on va dire, des entités, vous allez préférer un vin rouge qui va être préparé à base de baies rouges. Si vous voulez quelque chose de plus calme, quelque chose de plus reposant, vous allez plutôt prendre un vin blanc et utiliser des ombelles de sureau, hein, donc la fleur cette fois.
Vous pouvez aussi faire un entre-deux, quelque chose d'assez festif mais qui ne fasse pas ressortir le côté sanguin, dirons-nous, des entités en privilégiant un rosé. Avec le rosé, bien évidemment, vous pouvez utiliser tant les baies que les fleurs. Moi, je fais un mélange des deux quand c'est comme ça. Donc, pour les vins rouges, vous allez pouvoir les utiliser principalement aussi pour les divinités masculines. Pour les vins blancs, plutôt les divinités féminines. Personnellement, le rosé, je l'utilise pour les fées et le petit peuple. Voilà. Pour garder en fait le côté un peu taquin, excusez-moi, commence à fatiguer. Le côté un peu taquin, sans avoir pour autant donc, ce côté sanguin, voilà, dont je vous parlais. Et enfin, j'ai envie de dire, si vous voulez apaiser, vous avez fait une bêtise, quoi qu'il arrive, n'utilisez pas de vin rouge, jamais. Faites plutôt une offrande de vin blanc aromatisé avec de la fleur de sureau. Alors historiquement, le vin de sureau, il était beaucoup utilisé en fait chez les peuples nordiques justement en célébration de fêtes cultuelles, mais également pour honorer les personnes décédées, disparues, et aussi pour les divinités telles que Ella. Alors encore une fois, moi je vous conseille plus du vin blanc. Ella est une divinité féminine. Vous avez aussi la possibilité à Beltane, c'est vrai que j'en ai pas parlé, de faire des offrandes à la divinité Fortuna de fleurs de sureau. Alors pourquoi Fortuna? Ça peut paraître bizarre puisqu'elle n'est pas affiliée au monde des morts, mais elle est affiliée au destin. Et quelque part, le destin des hommes dans la vie comme dans la mort trouve un passage grâce au sureau. Donc avec Fortuna, pareil, qui possède des attributs du Dagda, puisque le Dagda, en fait, il y a un attribut supplémentaire qui le symbolise, c'est la roue de l'année, donc les cycles avec le début, la fin et le cycle perpétuel. Fortuna possède cet attribut. Donc, par extension, je me permets d'utiliser du sureau avec elle. Alors, jamais les baies, toujours les fleurs, pour avoir ce côté blanc, en fait, et ne pas activer son côté sombre, puisque Fortuna, vous le savez, c'est ou tout blanc ou tout noir. C'est vraiment les revers de fortune qu'elle gère. Donc, pour éviter un revers de fortune défavorable, je vous conseille du vin blanc. Bien évidemment, si vous voulez travailler des sorts avec Fortuna plus sombres, vous pouvez vous permettre d'utiliser des baies de sureau. Ça, c'est vraiment selon votre pratique personnelle. Donc, à Beltane, je vous l'ai dit dans la vidéo de Beltane, enfin, non, je vais vous le dire dans la vidéo de Beltane, elle n'est pas encore tournée. On célèbre les vivants avec les morts. C'est le pendant de Samhain, on célèbre les morts avec les vivants. Donc à Beltane, c'est le moment rêvé en fait pour créer des couronnes en branches de sureau et en fleurs de sureau qui vont vous permettre justement de voir plus facilement le monde invisible. Je vous en reparlerai avec plus de précision dans la vidéo de Beltane. Mais sachez voilà que ça existe. Et enfin, la dernière chose, c'est un sureau dont je n'ai pas parlé, qui n'est pas le sureau noir, qui s'appelle le sureau Blackless Eva. Alors, il a un feuillage en fait qui est noir. Voilà. Donc, je ne crois pas que les fleurs et les baies soient comestibles. En tout cas, je n'ai pas réussi à trouver l'information. S'il y en a qui le savent, ce serait bien que vous me le disiez dans les commentaires, parce que j'ai vraiment pas réussi à trouver l'information. Et donc, on peut utiliser son feuillage noir donc, dans des charmes de plantes pour ajouter la symbolique de la couleur, cette fois-ci avec les feuilles. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on pouvait utiliser les feuilles de sureau noir donc, pour accélérer un charme, mais avec des feuilles noires qui rappellent le deuil dans nos régions. Vous pouvez en fait faire des charmes de protection, par exemple pour des soldats avec ces feuilles de sureau. Vous pouvez rajouter justement avec les baies rouges la symbolique du sang, donc préserver des blessures, etc. Donc avec plein de parties du sureau et plein de sureaux différents, vous pouvez vraiment faire un charme puissant de protection d'une personne qui part au voyage ou qui part au combat ou qui est soldat ou pompier de profession par exemple, et qu'il pourra porter autour de son cou en amulette, tout simplement garder dans son sac à proximité de lui. C'est des petits charmes à pas cher, mais qui vont vous permettre voilà, d'avoir une symbolique vraiment
très précises que vous allez vraiment pouvoir diriger exactement là où vous voulez que ça aille. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup le sureau, parce qu'il y a vraiment plein de parties, plein de feuilles qui ont tous, que ce soit par la couleur, par la forme, par la symbolique, quelque chose de précis que je vais vraiment pouvoir moduler comme je veux. L'art des plantes, c'est vraiment savoir comment diriger ces toutes petites transformations d'une même plante pour qu'elle dégage le maximum d'énergie comme vous le voulez. Et bien cette fois-ci, je pense avoir fait le tour du sujet du sureau. Alors j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à commenter, liker, partager nos vidéos, à vous abonner également, ça nous fait toujours plaisir. Je vois que vous commencez à être un petit peu moins timide, on va dire, sur les commentaires. Donc continuez, allez-y, nous ça nous motive vraiment en fait pour continuer. Et la prochaine fois, je vous présenterai l'acacia.